Système absolu de vente, réalité et solution absolue, Afrique de l'Ouest. L'homme ne saura ce qu'il est qu'une fois qu'il aura achevé son ascension d'être. Système absolu de vente. Laure Condec, c'est moi. Un mot, constance, une prérogative, cohérence. Je ne vous dévoilerai pas tous mes secrets, mais il est vrai que parfois cela me brûle les lèvres. Dans le système de vente, beaucoup d'oppositions et d'images miroirs sont à prendre en considération pour développer et pérenniser une activité. N'en parlons pas d'un groupe. J'ai appris, c'est vrai, en regardant les autres, en les regardant réussir, certes, mais aussi, et le plus souvent, en les regardant se perdre. Le monde fonctionne selon une boucle perpétuelle, mais une boucle qui évolue, et c'est souvent ce que l'on oublie de prendre en considération. Ainsi, lorsque l'on comprend une chose, il est déjà trop tard, la chose est passée et finalement, nous sommes toujours en retard. Alors est-il possible d'anticiper l'avenir pour non pas agir en avance, mais pour être dans le temps? Table des matières. L'offre et la demande, créer la demande, consommation, obsolescence, une fin programmée, les différents types de consommateurs, les acheteurs d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, une force de vente qui commence entre les murs, conscience professionnelle zéro, la force de vente au niveau commercial. Avant-propos. Mettons d'abord des bases sur le niveau de compréhension qui est le mien en matière de commerce. Vous remarquerez que je relie volontairement des notions de commerce et d'entreprise à un domaine plus profond qu'est la science alchimique. En vérité, pas de possibilité de réussite durable sans ces notions. Je ne peux pas tout expliquer car certaines données seront au-delà de la compréhension lambda. Cependant, je ne peux omettre pour autant quelques rappels importants sur le fonctionnement du monde, du système dans son ensemble et même financier. Dire la vérité, c'est pas facile, ça choque, mais pourtant c'est la vérité. Comprendra celui qui peut comprendre, vous savez, vous ne savez pas, c'est moi et puis ce n'est pas moi. L'offre et la demande. C'est une réalité, nous fonctionnons sur ces principes. La demande, l'offre. C'est-à-dire que nous savons qu'il est plus simple de répondre à une demande que de la créer. L'étude des comportements, les leçons du passé nous permettent d'anticiper un tant soit peu l'évolution de la demande, du comportement humain et aussi de contenir l'image de l'entreprise dans une ligne de contrôle. Nous sommes capables de mener les mentalités, les consciences vers un chemin plutôt qu'un autre par le biais de la communication. La réalité est que plus nous nous enfonçons en profondeur dans la division de la nature de la demande, et plus nous sommes efficaces ou capables de laisser rapidement un marché peu rentable pour limiter les pertes. Tous les produits et services ne sont pas bons à rendre, quand bien même il y aurait de la demande. La limite est aussi une condition de pérennité selon l'image que l'on souhaite conserver. Nous connaissons tous l'effet placebo et nocebo, et croyez-le ou non, mais il trouve sa correspondance dans la force de vente. À l'inverse, nous pouvons considérer la demande de soulagement psychologique, même momentané, comme une obligation d'y répondre dans certains cas. Je m'explique. Dans la demande, il existe un manque d'offre absolue, c'est-à-dire la réponse parfaite à un problème. Et ne pas tenter d'y répondre peut être un frein au développement. La recherche n'attend pas d'avoir l'ultime solution pour la mettre à disposition. Elle propose une avancée à chaque fois. C'est difficile d'être dans le temps car le monde évolue, la demande évolue et donc être dans l'instant T en matière de réponse d'offre peut sembler impossible. Si nous attendons d'avoir trouvé la solution à un problème pour la proposer, il est déjà trop tard, le problème a évolué. Cependant, nous sommes capables aujourd'hui d'anticiper, même si anticiper dans le bon sens relève d'un autre challenge. Il n'y a jamais une seule probabilité d'évolution et nous sommes face à des dilemmes de choix quant à l'orientation que nous prendrons pour l'avenir pour rester premiers sur le marché.
Créer la demande. Créer la demande est bien différent de l'anticipation. Cela revient à créer un problème pour en vendre la solution. Éthiquement, je pense qu'il serait de bon ton de passer à une autre manière de procéder pour l'avenir de tous. Loin de moi l'idée de commerce équitable dans un sens d'égalité de profit, car il est une réalité de hiérarchie, de potentialité propre à chacun, et il n'est pas question d'égalité dans ce monde des affaires, ou tout du moins dans la ligne de commande système dans laquelle nous évoluons. La capacité d'être entrepreneur n'est pas liée à la connaissance. D'ailleurs, rien n'est lié à la connaissance, mais à la compréhension et donc au niveau de conscience. Je peux connaître la vérité, mais cela ne fera pas de moi un acteur dans la bonne voie pour autant. Je peux profiter du système dans la compréhension de son sens utile à l'avancement, ou juste pour faire du profit personnel sans état d'âme. Le profit sera le même, mais les conséquences pour soi bien différentes. Parce que, comme dit précédemment, la conscience de faire doit avoir des limites. Parfois, l'intelligence n'est pas de faire, mais d'être capable de refuser de faire, quand bien même on peut le faire. La véritable intelligence est sagesse, et la sagesse ne peut se concevoir que dans l'anticipation. L'anticipation juste, la capacité de proposer une solution au problème dans les temps, renvoie à une maîtrise bien plus forte encore. Créer un produit ou un service uniquement parce qu'on en a eu l'idée, et ensuite d'en forcer sa vente pour faire du profit, ne me paraît pas digne de fierté en soi, c'est mon opinion. Mais être capable de voir le monde dans sa réalité, d'envisager son évolution et de se positionner au moment opportun est digne d'intérêt. À mon sens, on devient un acteur noble et pour autant, les profits seront toujours là. Consommation, obsolescence. La Chine est le principal créateur de demandes au niveau mondial. Ce pays a choisi d'inonder le marché de produits divers et variés qui, dans l'ensemble, n'ont que très peu d'intérêt, tout en maintenant son peuple dans l'asservissement. Nous tous sommes aussi dans l'asservissement, mais c'est vrai que je leur décerne la plus haute distinction dans ce domaine. Finalement, la plupart des gris-gris chinois que nous retrouvons ici, et notamment en Afrique de l'Ouest, puisque c'est ma base d'expérimentation, ne sont pas des objets de leur quotidien. Ils vivent plus dans un sens pratique et minimaliste. Ils ont conservé leurs croyances et us et coutumes, même si mon avis sur ce dossier n'est pas non plus en faveur du conservationniste, je dois l'avouer. La surconsommation est un principe développé et non créé. Il n'est pas naturel en soi à l'arrivée, mais est l'évolution d'un sens inné chez l'homme. Je ne vais pas aborder ici la nature du système et son sens utile, car il est parfait ce système, mais je vais rester dans la sphère abordable de votre compréhension. Car si l'obsolescence nourrit la surconsommation, la cause de la surconsommation dépasse de loin l'obsolescence. L'obsolescence est finalement née naturellement de la surconsommation. L'évolution perpétuelle du monde et de son mode de consommation ne permettait pas d'éviter le principe d'obsolescence. Ce n'est donc pas l'obsolescence qui a créé la surconsommation, mais l'inverse. Plus nous avançons dans l'évolution et plus le temps s'accélère. Il y a des forces sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle et comme je l'ai déjà dit, l'homme est toujours en retard. La surconsommation est liée au subconscient. Ce n'est pas une affaire de conscience ou d'évolution dans un sens figé. Vivre est un principe incompris pour 90% de la population mondiale qui cherche à se sentir vivant. Et plus cette part consomme, et plus elle croit exister. Elle cherche également à évoluer sans savoir ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle est censée devenir. Et comme je l'ai déjà dit, l'homme ne saura ce qu'il est qu'une fois qu'il aura achevé son ascension d'être. L'homme vit dans le passé en permanence, croyant qu'il peut savoir qui il est aujourd'hui. Il cherche une vérité immuable de lui et des origines de l'humanité sans savoir qu'en réalité, il n'est tout simplement pas encore un homme. Son processus créatif n'étant pas fini, l'homme est dans sa construction d'être. Reprocher la surconsommation de masse aux seuls entrepreneurs est illusoire puisque l'homme consommateur n'est pas capable de se corriger. Il répond à l'offre et finalement l'offre répond à sa demande grandissante. Le besoin d'individualité y est aussi pour beaucoup. L'homme ne cherche pas à être son propre reflet, il cherche à briller aux yeux des autres, donc le subconscient, qui est la demeure de l'ego, l'encourage.
La perfection a de tout temps été considérée comme un état de supériorité, et ce n'est pas faux. Mais la perfection est la capacité à mettre des limites, et non à être plus plein que les autres. L'homme se remplit de tout comme si la valeur était de posséder tout en lui comme en dehors de lui, mais ce n'est pas là la quête du bonheur, ni de la réalisation, encore moins de l'illumination. Car c'est vrai que l'homme doit tendre vers la perfection, vers l'immuabilité, gage d'éternité, mais il n'en a pas la bonne définition tout simplement, il ne sait même rien de ce que cela signifie un tant soit peu. La surconsommation n'est pas un principe généralisé, elle est la prérogative des classes basses, de la classe basse ayant un capital de consommation en dehors de ses besoins, un peu moins de la classe moyenne et encore moins de la classe riche, puisque c'est elle qui vit de la surconsommation et ou de la consommation des autres. L'obsolescence vient aussi s'insérer dans le processus pour forcer les classes supérieures à jouer le jeu. L'obsolescence existe par nature dans les classes basses par ce besoin de se voir évoluer et de s'individualiser en permanence au niveau pseudo-supérieur. Ensuite, ce principe est appliqué pour faire tourner la machine dans les classes où la raison et donc la limite est plus forte. Certains processus forcent même l'abandon de produits anciens quand bien même ils peuvent encore être utilisés. C'est-à-dire que les produits ne portant pas par nature le principe d'obsolescence sont retirés du marché, contraints et forcés. Il y a une volonté ferme de maintenir le cap d'évolution ou même de le forcer, je n'en dirai pas plus. La surconsommation produit de l'éphémère parce que c'est devenu une demande. Comme on ne veut pas manger la même chose 3 fois par jour, on a besoin de changements pour exister. Les effets de mode sont un peu différents car on veut être tendance tout en étant le plus tendance, c'est-à-dire le premier à porter l'innovation, mais en aucun cas on ne veut ressembler à tout le monde. L'appartenance à un groupe est pourtant forte, mais ce n'est pas la réelle motivation qui veut qu'on appartienne à un groupe pour appartenir à un groupe. On veut devenir une figure de ce groupe. Le groupe nous donne l'impression d'exister, d'être aimé, mais être la dernière figure d'un groupe n'a jamais donné l'impression d'être, bien au contraire. Aucune entreprise ne peut nier ce principe de surconsommation qui a du sens dans une définition plus profonde. La surconsommation est un domaine de perdition, mais une perdition nécessaire pour comprendre la nécessité de limites, puis un outil du système révélateur de conscience dans l'expérience. Car comment comprendre ce qu'il ne faut pas être si l'on n'expérimente pas le tout être? Comment rejeter une chose sans connaître la chose? Pour autant, mettre des limites n'est pas de bloquer l'évolution. Mettre des limites est d'ouvrir la voie à la bonne évolution. Pour les éveillés, jouer le jeu de la surconsommation est utile et même indispensable dans le bas niveau d'évolution car l'homme doit se perdre pour se retrouver. Maintenant, les conséquences de la surconsommation mènent à une destruction si l'on n'en apprend pas les leçons permettant de se corriger. Une fin programmée. L'obsolescence est née de la surconsommation, mais pour autant, pouvons-nous dire que cela est anormal ? Pouvons-nous affirmer que le monde n'évolue pas dans le bon sens? C'est vrai que l'on voit beaucoup d'horreurs, beaucoup de choses terribles, mais n'est-ce pas une volonté ou une nécessité pour la force supérieure que les choses soient ainsi? Force supérieure qui fait tourner le monde parce que ce n'est pas l'homme qui a créé l'univers, encore moins les multivers qui vivent à l'intérieur de ce dernier, l'homme est bien loin positionné de l'absolu. L'obsolescence n'est pas la mort d'une chose, elle est sa fin dans l'existence d'usage, mais pas dans le corps. Elle est l'abandon dans la ligne d'évolution. Comme les lecteurs CD ont remplacé les magnétoscopes, mais pourtant je peux toujours me servir d'un magnétoscope si l'envie me prend. Le magnétoscope n'est pas mort, il n'est juste plus visible commercialement, il est dépassé. Cette fin est un état de fait et finalement, la maîtrise du temps dans l'évolution du monde permet de se préparer à la mort d'un produit, de son abandon pour un autre. On retrouve cette circonstance partout, c'est la déchéance. On change de boulangerie, on change de shampoing, on change de femme ou de mari. Dans la ligne de probabilité d'une création, on peut la voir clairement et anticiper sa fin.
Toutes les incohérences dans la ligne de commande de création, de construction, de fonctionnement, de développement potentiel sont des marqueurs qui programment à l'avance une fin. Et comme l'humanité est immortelle malgré la mort de l'homme dans son intérieur, l'entreprise devient immortelle en renouvelant ses produits selon le même principe perpétuel. Ce principe vaut pour toute chose car le système est immuable. La base de la source de vie au niveau organique n'est qu'une ébauche à la grandeur de la potentialité créative. Comme je l'ai dit, notre réel potentiel se trouve dans le futur et non dans le passé ou le présent. Le développement d'une entreprise n'échappe pas à ce principe. Elle peut devenir éternelle dans une construction et un développement conforme à la base de toute chose, ou sinon viendra un jour où elle finira. L'importance de prévoir sa suite, notamment dans ses descendants, est donc indispensable et nécessite une connaissance et une transmission de cette connaissance. Voici comment naissent des empires et des noms immortels. Les différents types de consommateurs. Les niveaux de distinction sont profonds et liés à beaucoup de facteurs. Le niveau social, le niveau intellectuel, le niveau culturel et géographique, le niveau de conscience. Et chaque consommateur va évoluer dans un sens ou un autre et passer différents niveaux, peut-être au cours de sa vie. Les acheteurs manipulables, les acheteurs modérés, les acheteurs raisonnés, les acheteurs alignés, les acheteurs résignés. J'ouvre une parenthèse. C'est un peu comme cela que je les définis, pour autant peut-on les ignorer, même ceux du plus bas niveau? La question se pose dans la conscience de ne pas jouer de leur sens endormi, mais pourtant, celui qui comprend le principe sait qu'on ne peut réveiller personne et que nous sommes aussi passés par là. Je dirais même que cela a été nécessaire à notre avancement. Éthiquement, je pense que c'est une question à controverse dans le monde des éveillés de haut niveau. Parce que la majorité de ceux qui se croient éveillés se battent contre le système, alors que si l'on se trouve encore dans ce combat, c'est que l'on dort encore. Parenthèse fermée. Dans la force de vente, tous ces paramètres sont pris en compte. Les niveaux sur l'échelle sociale, représentés le plus souvent sous la forme de la pyramide de Maslow, prennent en considération beaucoup de facteurs, mais ignorent considérablement le facteur culturel. Le facteur culturel et géographique est peut-être le plus important pour vendre. Sans une maîtrise des codes et évolution de consommation au niveau local, l'expansion sera difficile. Les acheteurs d'Afrique de l'Ouest. Le modèle européen n'est pas une solution parfaite pour pouvoir s'adapter ici et même ailleurs. Dans l'ensemble, on retrouve les mêmes types d'acheteurs et les mêmes conditions de niveau, mais les comportements sont un peu différents. Ici encore, le prix de vente se négocie, par exemple, alors que dans les pays plus développés, cela a complètement disparu. L'abandon de cette habitude tend à s'intensifier, mais a encore de beaux restes, surtout dans les classes inférieures. Les classes supérieures ne négocient pas les prix, mais cherchent à payer au juste prix, c'est-à-dire au prix le plus bas du marché. Dans cette histoire, elles négocient aussi, mais de manière plus détournée. L'alignement du prix de vente sur le marché est ici poussé à l'extrême si l'on veut sa part du gâteau. Les critères de haut de gamme, de durabilité, de perfection, de qualité sont très peu développés car ces notions sont mal comprises et l'intérêt peu suscité. Le panel des produits est restreint en comparaison du reste du monde, si bien qu'ils n'ont pas toujours l'œil pour faire la différence entre du cuir et du simili. La classe est basse en majorité, c'est évident. Proposer un produit haut de gamme ne touchera jamais le gros de l'auditorium. La communication est majoritairement une affaire de réseau direct. Une bonne appréciation se divulgue assez vite par le bouche à oreille et une mauvaise aussi. On retrouve une forme de naïveté assez forte dans la consommation, si bien que l'esprit est le plus souvent à se dire « si ça marche pour lui, ça marchera pour moi ». Le prix reste cependant le critère d'achat sine qua non. L'investissement, le sacrifice est mal compris. On vit au jour le jour. On peut mourir demain. C'est une vraie devise du Burkina Faso. Cette notion se répercute aussi dans la volonté de profiter de son temps dans les plaisirs, le bonheur immédiat. Aussi, la manière dont fonctionnent les comportements est très tournée vers le paraître.
il y a une véritable rivalité entre les uns et les autres, et même dans les niveaux supérieurs, ce qui est bien moins vrai en Europe. Le niveau intellectuel, niveau de conscience est beaucoup plus bas. C'est une évidence, et ce n'est pas péjoratif, mais un constat d'évolution ralentie, peu importe les raisons. Finalement, le système de vente ici fonctionne bien si l'on passe par des agents infiltrés locaux au plus près de la population. Comme partout, on cherche le rêve, la réalisation de soi avant tout, mais dans des mesures plus élevées, ce qui est normal au vu des niveaux de classe sociale représentés. Point important, le moindre problème même interne et surtout en matière sociale peut susciter le désamour de toute une clientèle. Revoyez le cas de l'entreprise Onatel lors du dernier soulèvement social. Quoi qu'il en soit, à éviter par tous les moyens possibles puisque 3 ans après, le chiffre d'affaires ne s'est toujours pas relevé. En matière RH, le modèle de gestion est totalement à repenser. La solidarité est ici très forte entre frères, ethnies, peuples dans son ensemble. Finalement, on dira que la meilleure force de vente viendra d'abord de l'intérieur. Afrique de l'Ouest, une force de vente qui commence entre les murs. La force de vente ne réside pas que dans la capacité des commerciaux d'une entreprise. La force de vente commence dans l'organisation interne à tous les niveaux. La force de vente est visible dans le capital bénéfice d'une entreprise et une entreprise peut faire de gros chiffres d'affaires mais ne pas être rentable parce que son organisation interne est mal pensée. La mauvaise gestion interne est la bête noire de l'entrepreneur et il est important de tout penser et d'anticiper au maximum l'évolution pour limiter les pertes dans la gestion d'entreprise. En Afrique de l'Ouest, le salaire minimal est extrêmement bas, les compétences toutes relatives et la conscience professionnelle de l'ordre du zéro. Les diplômes ne sont pas une référence de compétences, même bien au contraire, et il est difficile de recruter du personnel de qualité. Il est donc important de mettre en place dès le départ des conditions de travail strictes dans un jeu d'équilibre qui donne l'impression aux salariés d'être favorisés. Les recrutements doivent être sérieux et en dehors des cadres d'entente familiaux ou autres qui auront des conséquences désastreuses dans la finalité. Malheureusement, on se retrouve bien souvent devant des personnes prêtes à tout pour travailler et qui, à l'arrivée, seront totalement incompétentes. De plus, le code du travail, notamment au Burkina Faso, favorise les salariés, surtout à revenus modestes. Les tests de recrutement et les périodes d'essai longues sont indispensables pour protéger les intérêts de l'entreprise. La protection juridique doit être d'autant plus renforcée et la communication interne irréprochable pour éviter les soulèvements sociaux. Faire usage des tolérances juridiques et notamment en matière de fiscalité est une chose qui peut se résoudre assez simplement, mais en cas de litige salarial, vous devez être informé que tous vos manquements seront relevés et profiteront aux salariés. L'inspection du travail et le tribunal du travail sont loin d'être incompétents, mais le problème qui se posera bien souvent sera dans l'interprétation qu'ils formuleront de la loi. Nous n'avons bien souvent pas la même compréhension à ce niveau. Quoi qu'il en soit, c'est eux qui auront le dernier mot, à moins de passer par un réseau de haut placés, et ça, c'est un autre dossier. Dans l'ensemble, il faut mettre en place des protocoles stricts de règlement intérieur et de formation interne pour pouvoir fonctionner de manière efficace et dans une logique d'optimisation des coûts de fonctionnement. Conscience professionnelle zéro. Quand je dis conscience professionnelle égale 0, c'est seulement pour ne pas dire égale -1. On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais c'est une vérité. Pourtant, dans la réalité, s'il vous faut du personnel conscient, il va falloir le trouver chez les hauts diplômés ou chez les expatriés, et on ne peut pas mettre des doctorants dans toutes les cases, sinon votre entreprise ne sera tout simplement pas rentable à cause des salaires qui seront trop élevés. La situation salariale est d'abord le vol à tous les étages. Papier, stylo, tous les effets de papeterie, papier toilette, savon, briques, balais, éponge, couteau, cuillère, disque dur externe, bouteille de gaz. Les choses disparaissent ou se perdent et c'est la faute à pas de chance. Fausse note de frais, fausse facture, les grands classiques, fausse panne, décès du voisin, maladie invérifiable.
C'est une hécatombe de fausses excuses pour ne pas venir travailler, pour justifier une dépense, etc. Dans tout ça, on retrouve l'inintérêt total pour des choses de principe, qui consomment de l'énergie par exemple et qui se payent, comme éteindre la lumière quand on quitte une pièce, vérifier que les portes sont bien fermées le soir pour ne pas risquer un vol nocturne, etc. Comme ce n'est pas leur bien, ce n'est pas leur problème, comme ce n'est pas eux qui payent, ce n'est pas leur problème, c'est ainsi fait. Il faut répéter sans cesse et cela ne rentre pas parce qu'ils s'en foutent du tiers comme du quart. Désolé. Et n'allez pas croire que de mettre des caméras va régler le problème, c'est faux. On a vu des serveuses à qui on a interdit de finir les plats des clients manger pleine face caméra, et ce malgré les rappels pour avoir déjà été prise la main dans le sac plus d'une fois, malgré le visionnage caméra en leur présence et même après plusieurs années de service. Rien n'y fait. Et ne croyez pas que d'augmenter le salaire changera aussi quelque chose, pas vraiment. C'est un phénomène inné, sûrement par l'habitude de manquer, mais aussi pour le dédain qu'ils ont, la plupart, envers les dirigeants qu'ils imaginent à tort, pleins aux as. Leur ignorance est totale dans le domaine de l'entreprise. Ils n'ont aucune conscience du travail du dirigeant en amont, des sacrifices qu'il a dû faire peut-être pour en arriver là. D'ailleurs, ils croient tous qu'ils pourront faire autant ou même mieux que lui. Des coûts de gestion, des règles et des sentences administratives, de la responsabilité dans son sens le plus large. C'est une bataille permanente pour que le protocole de gestion interne soit respecté et malheureusement cela passe par une menace permanente et surtout par la direction des opérations d'une main de fer. Ceci étant, il est possible de minimiser cela par le biais formation interne sur la conscience professionnelle, mise en place de protocoles stricts dès le départ, d'un gestionnaire incorruptible et insensible par une protection juridique forte. Ceci aura des répercussions positives sur la force de vente dans le sens où les pertes financières à ce niveau seront limitées, les problèmes sociaux seront limités, l'image de l'entreprise ne sera pas entachée. Je pourrais revenir un instant sur les litiges sociaux. Si vous utilisez les bons outils de recrutement et la formation interne, vous limitez l'incompétence, mais il ne faut pas oublier la personnalité de la personne. Il y a des gens à problème, même compétents. Il est important de bien faire la part des choses et d'essayer autant que possible de trouver des solutions amiables, car les gens compétents sont difficiles à trouver, les litiges juridiques sont longs et coûteux. Pour dire qu'il ne faut pas se hâter même dans le renvoi d'un salarié car cela pourra avoir de lourdes répercussions sur votre entreprise. La solidarité est forte et vous pouvez très vite vous retrouver en état de grève ou de mauvaise entente avec l'ensemble de votre personnel pour une histoire dont ils ne connaissent même rien. S'ils sentent que l'entreprise est en danger ou qu'il y a des difficultés financières, ils vous abandonneront. Très peu sont capables de comprendre un problème passager ou un retard. Non seulement ils vous abandonneront, mais en plus, ils se serviront avant de partir. Aussi, en cas de décision concernant un salarié, veillez à toujours respecter les protocoles définis dans le Code du travail en vigueur. Vous devez toujours rester alerte et ne laisser transparaître aucune faille vous concernant. La force de vente au niveau commercial. La force de vente pure se trouve dans la vente de produits et de services. La manière d'organiser la capacité de vente des vendeurs ou revendeurs peut prendre différentes formes. Cooptation pyramidale, commission, valorisation hiérarchique, investissement au développement des structures de revente, contrôle total de la chaîne, etc. ou rien. Chacun voit midi à sa porte. Et tout dépendra de la connaissance et du niveau de conscience de l'organe dirigeant pour que la méthode choisie soit acceptée par la commande système qui fait tourner le monde. Je n'aborde pas ici l'importance du roulement, de l'innovation et de la recherche dans la pérennité d'une entreprise. Je ne m'attache qu'à parler de motivation et de la force de vente des commerciaux, vendeurs et revendeurs, en partant du principe que le produit est vendable. Comment optimiser les ventes au niveau interne? Car qu'il s'agisse de salariés ou de revendeurs indépendants, il n'en reste pas moins que leur force de vente sera aussi le reflet de la vôtre. Mon étude s'est portée sur celle de grands groupes, laboratoires pharmaceutiques notamment,
dont certains ont su faire de leur petit commerce un empire en s'attachant à ce que leurs vendeurs soient de véritables machines à vendre à tous les niveaux. À aucun moment, ils n'ont visé la communication publique comme une solution de vente, mais comme une visibilité secondaire, complémentaire et utile à leurs vendeurs. De plus, leur manière de communiquer est extrêmement complexe, d'abord dans l'image et la politique de l'entreprise, puis dans le contrôle de cette dernière, autant au niveau interne qu'externe. La politique de l'entreprise dirige également les cadres de distribution des produits, c'est-à-dire dans la forme qui permet au grand public d'avoir accès à leur précieux sésame. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets ici, mais sachez que l'histoire est très bien ficelée pour fidéliser et donner confiance aux clients, motiver à la perfection les vendeurs. Ces entreprises sont aujourd'hui encore les plus riches du monde et croyez-le ou non, elles ont su mettre des limites dans leur manière de procéder pour en arriver là et créer un processus absolument parfait. Fin.